On va faire par thème, tiens, on va dire pour la philo, je dirais La voix du samouraï, un traité japonais du XVIIIe siècle, si ma mémoire est bonne, du XVIIe, je ne sais plus, enfin c'est dans ces eaux-là. Un traité japonais dont le titre japonais, je crois, est Hagakure ou quelque chose comme ça. C'est pas mal, je pense, pour prendre conscience du fait qu'il y a des gens qui peuvent penser dans des cadres complètement étrangers aux nôtres. J'ai remarqué le problème qu'on a aujourd'hui avec les jeunes mecs dans notre société, c'est qu'on dit, on prétend que nous sommes une société vachement ouverte sur le monde, etc. Je crois qu'on n'a jamais été à ce point enfermé dans notre mode de pensée. Mais les mecs, et il y en a beaucoup, ils ne peuvent absolument pas sortir du mode de pensée occidental contemporain. C'est même pas imaginable qu'il y ait autre chose à côté, quoi. Et quand on lit ce traité La voix du samouraï, d'un seul coup on réalise que pas du tout, on peut voir le monde de façon complètement différente. On peut très bien imaginer une façon de voir le monde, de concevoir la vie, où à peu près 99% de ce qui préoccupe nos contemporains ici en Occident n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Je veux dire, à partir du moment où vous admettez, je crois que c'est la première phrase du traité, qui est quelque chose comme, en gros, je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais le sens général, c'est en fait dans la vie, il n'y a qu'une seule chose importante, c'est la mort. Point. Tout le reste, c'est sans importance. Ce qui est important, c'est la mort. Vous admettez ça, bing, et d'un seul coup, vous faites une révolution à 180 degrés. Tout ce que vous aviez vu jusqu'ici d'un certain point de vue, vous voyez d'un autre point de vue. Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur point de vue, hein, il n'y a pas de meilleur point de vue à mon avis. Mais simplement, ça permet de prendre conscience du fait que c'est pas parce qu'on voit une chose qu'on voit cette chose. Quand on voit une chose, on voit la surface de cette chose depuis le point de vue où on est. On ne voit pas réellement la chose, on ne voit jamais réellement les choses. On pourrait lui conseiller aussi, par exemple, en politique, après tout, puisque si j'ai bien compris, c'est supposé être un futur roi de France. On pourrait lui conseiller la servitude volontaire de la Boétie, forcément, j'ai envie de dire. Euh, À quel titre? à quel titre? C'est une servitude que de devenir roi de France, c'est comprendre l'état de ses sujets, c'est... En fait, la servitude volontaire, c'est un texte du XVIe siècle, si ma mémoire est bonne, dont l'actualité est assez frappante, puisque ce dont il est question, c'est de la servitude volontaire des sujets à l'égard du tyran. Alors on peut le voir de deux façons pour un futur roi de France. On peut se dire, oh bon, après tout, s'il a décidé d'être un mauvais roi, ça peut être le bon manuel pour le mauvais roi. Ou s'il a décidé d'être un bon roi, ça peut être le manuel qui lui dit tout ce qu'il doit essayer de ne pas se trouver en situation d'être obligé de faire. Parce qu'en fait, la servitude volontaire, c'est la façon dont les tyrans amènent le peuple à souhaiter sa servitude pour pouvoir l'y maintenir. Ok, ouais. Ça peut l'édifier. Ça peut l'édifier, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller d'autre en économie, je lui conseillerais bien un texte très court du XVIIe siècle aussi, décidément on tape toujours dans la même époque. Un texte d'un Irlandais qui s'appelait Jonathan Swift. C'est un texte qui s'intitule Du bon usage du cannibalisme. C'est très court, ça fait je crois une vingtaine de pages. Donc il y avait une famine en Irlande. Donc l'Irlande avait été asservie, on peut dire, par la Grande-Bretagne naissante en réalité, puisque le Royaume-Uni était naissant à ce moment-là. Et Swift a constaté en quelque sorte que la logique qui était en train de se déployer en Irlande, c'était la logique de l'économie, au sens de l'économie politique, on dira plus tard bourgeoise. Et il a constaté que cette logique consistait en gros à dire
Si je schématise, bon, ben, on va calculer le rendement des opérations qu'on peut conduire. Si le rendement est bon, on va les conduire. Et il a démontré dans ce petit texte qu'il y avait une opération très simple à conduire en Irlande et qui avait un excellent rendement, c'était de légaliser le cannibalisme. En particulier, il fallait manger les enfants des pauvres. C'était très rentable. Et c'est amusant de voir comment il arrive à montrer que, à partir des prédicats implicites de la logique purement économique réduite à elle-même, on aboutit à justifier le retour à la barbarie la plus absolue. C'est intéressant à lire. C'est très drôle et ça prend un quart d'heure à lire, quoi. Ça pourrait être d'une certaine utilité afin qu'il ne sacrifie pas tout à l'économie En fait, pour cultiver simplement son sens de l'humour. Les deux. Les deux, déjà ça cultive le sens de l'humour. Et puis d'autre part, aujourd'hui, on vit une époque où la raison économique a été érigée en idole en fait. On lui sacrifie tout. C'est un culte idolâtrique en fait. Alors c'est un culte idolâtrique d'un type complètement nouveau parce il s'habille des atours de la pure rationalité mathématique d'une certaine façon. Mais en fait c'est un culte idolâtrique, c'est une idole. C'est l'idole du profit, l'idole du taux de rendement interne, l'idole de la période de retour sur investissement. Et si on prend l'autre piste, en quoi est-ce intéressant qu'un dirigeant ait le sens de l'humour? Parce qu'on a eu le précédent président, qui ne brillait pas par de nombreuses qualités, était quand même vanté pour être un homme ayant l'esprit taquin. Ça n'a pas fait de lui quelqu'un de mémorable. Non, mais enfin ça ne peut pas faire non plus de lui quelqu'un de moins bon. Je ne sais pas si on peut dire que les gens qui ont le sens de l'humour sont meilleurs que ceux qui ne l'ont pas. Pas non plus si on peut dire qu'ils sont moins bons. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a le sens de l'humour a peut-être un petit peu moins de chance de grimper au rideau. Vous savez, j'emploie une image là. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Chaplin, Le Dictateur. Bon, il y a une scène où Hitler est en train de... Enfin, Inkel, je crois. Chaplin l'a rebaptisé Inkel. Il est en train de jouer avec une map monde et puis il y a un type qui est le Goebbels de service, qui je crois s'est fait prénommer Garbage, comme l'ordure, quoi, qui est là et qui lui dit « Ah, on va conquérir le monde, etc. » Et Hitler monte au rideau littéralement en disant « Oui, on va conquérir le monde, on va conquérir le monde. » Je pense qu'un mec qui a le sens de l'humour, il ne sera pas forcément meilleur que d'autres dans plein de domaines, mais enfin, a priori, il va pas grimper au rideau, quoi. Il va dire à un moment « Mais si je monte au rideau, là, le rideau peut se décrocher. » L'humour prépare au fait que voilà, il faut rester un peu les pieds sur terre. Je peux voir une parenthèse. Il y a un texte de Jean Raspail qui opère un distinguo entre les gens de droite et les gens de gauche relativement au sens de l'humour. Et pour lui, les gens de gauche sont animés d'un esprit de sérieux, voulant refaire le monde, et souvent ils sont étrangers au sens de l'humour. Pour lui, c'est un marqueur ou une conséquence. Si on est de droite, on accepte le monde tel qu'il est en essayant de l'améliorer là où c'est possible, de ne pas trop l'abîmer. Et si on est de gauche, on a de grands plans et souvent, il lie les deux. Je ne sais pas si ça évoque quelques échos ou est-ce que c'est simplement pour se donner le beau rôle puisque lui est de droite et donc forcément on entier toutes les qualités. Ouais, c'est pas entièrement faux parce que je me souviens avoir discuté il y a quelque temps avec un militant du Parti Socialiste, qui est un militant de la gauche du PS, un mec, un soutien de Gérard Filoche, quoi, ce genre-là. Et on a parlé de Hollande. Oh putain. Pas bon. Il s'est étonné, il était légèrement courroucé du fait que mince, il n'y ait même pas un facho pour aller éventuellement régler son compte à Hollande. Mais alors qu'est-ce que vous foutez maintenant les fachos? Bon, il connaît mes idées, je connais les siennes, quoi, donc on s'amuse. Hein. Et il m'a dit que pour lui, le sens de l'humour de Hollande était le signe du fait que justement il avait une certaine forme de cynisme qui faisait qu'il ne pouvait pas être vraiment de gauche, quoi. Donc le mec me l'a dit aussi, quoi. Je veux dire,
des deux bords, on s'accorde pour... On s'accorde pour dire qu'effectivement c'est plutôt un truc de mec de droite en fait, les sciences humaines. Ah, je veux être de droite en fait. En fait, oui, je suis de droite quoi. C'est pas grave. Oui, je m'en remettrai. Hein. D'accord. Là, je crois qu'on était à 4. Swift, le japonais, Ouais. la survétude volontaire. Ouais. Ça en fait 3. Le traité d'économie, c'était C'était Swift pour l'économie. C'était Swift, ouais, ça en fait 3. Qu'est-ce que j'ai pas abordé Qu'est-ce que j'ai pas abordé Qu'est-ce que vous voulez que j'aborde? Je sais pas, pour bâtir un jeune homme, qu'est-ce qu'il faut? Cette fois-ci, on peut oublier le roi si ça vous paralyse. Pour bâtir un jeune homme, pour lui ouvrir des vues, pour lui faire entendre que le monde est vaste. Il y a tellement de bouquins que je peux citer, je sais pas, dans quel domaine? Vous avez un domaine de Je prédilection? sais pas, si on veut l'ouvrir aux choses de l'art, de l'esprit, de l'esthétique, est-ce qu'il faut lui... L'esthétique. Peut-être pas une réflexion sur l'esthétique, mais pour lui faire entendre que les œuvres ne sont pas de simples morceaux de propagande, qu'elles portent un sens qui est plus vaste. Le problème c'est que là c'est forcément très subjectif, quoi. C'est-à-dire ce qui va plaire à quelqu'un ne plaira pas forcément à quelqu'un d'autre dans ce domaine-là. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, le texte de Swift est instructif dans l'absolu. Le traité de la voie du samouraï est intéressant dans l'absolu. Alors que si je cite, je sais pas, est-ce que je vais citer Baudelaire, est-ce que je vais citer Verlaine, est-ce que je vais citer Prévert, est-ce que je vais citer quelqu'un d'autre? À chaque fois c'est subjectif, quoi. Si on en revient au cinéma, Chaplin a quelque chose de assez largement universel qui fait qu'on peut mettre Chaplin sous les yeux de beaucoup de monde. Ouais, mais c'est pas un livre. C'est une œuvre. C'est une œuvre, mais c'est pas un... C'est esthétique, une œuvre cinématographique. Moi je dirais Kubrick. S'il n'a pas regardé s'il a pas vu Kubrick, il faut qu'il voit les films de Kubrick. Et il commencerait par celle-là. Barry Lyndon. Pour l'esthétique. Ouais. Pour l'univers aussi, pour l'histoire, l'histoire qui est contée. Oui, l'histoire, bon, mais c'est surtout, enfin, Barry Lyndon, c'est surtout pour l'esthétique. L'histoire est intéressante, mais d'abord, elle n'est pas particulière, enfin, elle n'est pas de Kubrick, même si il a certainement mis dans son film pas mal de choses qui lui sont propres, parce qu'il faisait ça à chaque fois. Mais c'est pour l'esthétique, pour la partie esthétique, quoi. Je pense que c'est, sur le plan, je dirais même pas esthétique, je dirais pictural, je pense que c'est le plus beau film que j'ai jamais vu. C'est mon opinion. Je pense que... Oui, ça se dit. D'autres auraient pu citer Ford. Oui, Ford Ford aussi. a un côté assez... On aurait pu dire la chevauchée fantastique, oui. L'homme qui tue à Liberty Valence. Je pense que si dans l'histoire, je lui suggérerais de lire 2 livres sur le même sujet par des historiens radicalement opposés. Par exemple, il peut lire La Révolution française de Pierre Gaxotte et les 2 révolutions françaises d'Henri Guillemin. Il lit les 2 bouquins. Et en fait, bon, à la base, les événements sont les mêmes. Je veux dire, les dates sont les mêmes, les grands événements sont les mêmes. Et finalement, sur la trame de ces événements, il y a très peu de différence par la force des choses entre les 2 livres, puisqu'on raconte la même chose. Mais c'est extraordinaire de voir comment, parce que Guillemin a adopté un certain prisme, qu'on va dire entre guillemets de gauche, et Gaxotte a adopté un autre prisme, qui est le prisme monarchiste, de voir comment les mêmes événements vont vraiment être perçus par le lecteur de ces 2 livres de façon complètement différente. Ils n'ont pas le même sens, ils ne traduisent pas les mêmes dynamiques profondes, simplement parce que l'angle sous lequel on les aborde est complètement différent. Pour l'histoire, à mon avis, il faut lire
plusieurs historiens à chaque fois. Parce que l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus de révision permanent, n'est-ce pas? C'est sa nature. C'est intéressant de prendre conscience de ça. Bah, forcément, si vous me demandez à moi, je vais vous répondre de la liberté du chrétien, de Luther par exemple. Mais pour la France, vieille nation catholique, c'est pas forcément le meilleur choix. Défendez votre choix. Disons que c'est court, je dois faire je crois 30 pages, quelque chose comme ça. C'est clair, c'est assez simple. Et accessoirement, ça permet de comprendre ce qu'est réellement la réforme protestante. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas du tout ce qu'elle est, dans la mesure où d'une part, ils la connaissent très mal en France, puisqu'il y a pas beaucoup de protestants, donc comme on en rencontre peu, on ne peut pas beaucoup comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Et puis d'autre part, la plupart des gens aujourd'hui ne peuvent pas comprendre que ce qu'ils ont en face d'eux, quand ils ont des gens qui se réclament du protestantisme, ce sont des gens qui sont le produit d'une histoire extraordinairement subversive, parce que le temps protestant est très subversif, à cause du principe de la réforme permanente, ce qui fait que ils ont des gens qui se rattachent tous au même point de départ, mais qui en 5 siècles ont pu diverger les uns des autres et par rapport à ce point de départ dans des proportions absolument gigantesques. Donc c'est pas mal de connaître ce texte-là, parce qu'au moins après, quand on vous parle du protestantisme, vous savez ce que c'est. C'est, je pense, le texte qui permet de comprendre l'essence du truc, ce que c'est réellement. Et ça fait 30 pages, donc c'est un investissement raisonnable. Au-delà de la connaissance, la portée spirituelle du texte, ce serait aussi le moyen d'éveiller notre jeune Kevin à des pensées plus élevées, à la transcendance. Là, vous en parliez comme le prendre pour objet historique finalement. Oui, parce que bon, c'est d'abord un objet historique. Hein. Après, élevé à la transcendance, vous savez, je dirais que la nature même du message fait que dès le départ, on sait que c'est pas en lisant le livre qu'on va être éveillé à la transcendance, puisque le point de départ, c'est que, si vous voulez, on n'a pas la foi parce qu'on a lu des livres et on va pas faire le bien pour être bien vu par Dieu, en quelque sorte. Le point de départ, c'est on a la foi parce qu'on a la grâce, et on a la grâce parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Et le paradoxe, c'est pour ça que le texte effectivement peut éveiller une interrogation au moins. Le paradoxe, c'est que c'est généralement au moment où on comprend qu'on ne peut pas marcher vers la foi par ses propres forces que curieusement, on se met à marcher vers la foi par ses propres forces. Parce que le premier pas, c'est de comprendre qu'on ne peut pas arriver au bout du chemin. Si je synthétise à l'extrême, encore une fois. Et effectivement, ça peut éveiller au moins une curiosité et faire prendre conscience du fait que il existe des façons d'aborder le christianisme qui sont très différentes des façons dont il est abordé aujourd'hui, en tout cas, en particulier dans un pays comme la France. Peut-être un livre aussi pour répondre au déficit d'énergie dont souffre notre pauvre Kevin. Un roman de l'énergie, un livre qui donne envie de sortir, de laisser père et mère, d'embarquer sur un bateau, de conquérir le monde. Sachant que notre pauvre garçon, lui, est vissé à son canapé. Bah, je suis pas le mec qui peut vraiment le conseiller là-dessus, parce que je suis moi-même pas un mec qui monte sur un bateau pour aller conquérir le monde. Je suis plutôt du genre bureaucrate 5 jours par semaine et qui reste gentiment à déprimer dans son appart le 2 derniers jours. Enfin non, j'exagère quand même. Mais bon, disons... Vous avez vibré un jour, Michel? Oh oui, c'était il y a longtemps, oui.
La demi-finale France-Allemagne de 82, ouais. C'est la dernière fois que j'ai dû vraiment être passionné par quelque chose. On a perdu d'ailleurs. Non, je pense vraiment pas être quelqu'un de bien placé pour dire aux gens. Je suis moi-même d'un tempérament, je dirais flegmatique, tirant vers l'apathique, donc je suis pas le mieux placé pour dire aux gens, voilà, si vous voulez vibrer, il faut lire ça ou ceci. Il n'y a pas grand-chose moi qui me fait vibrer. Je prends envie de conquérir le monde en fait quand je veux. Non, non. Donc, je ne peux pas expliquer aux gens ce qui pourrait leur donner envie de le faire, quoi. C'est pas quand on était gamin, je sais pas, dans le bahut où j'étais, on lisait Henry Miller, on lisait Calafert et on s'imaginait comme Miller traverser l'Atlantique, vivre des années de bohème, sortir du trou dont on était issu et vivre des choses exaltantes. Mais ça, c'était dans le bahut où j'étais, quoi. Non, mais ça m'a jamais branché. Je suis un personnage de Michel Houellebecq. D'accord. Donc là, une question où j'ai pas de réponse. Ok. Donc paradoxalement, si on voulait le déprimer, donc il y a Houellebecq Oui, il y a Houellebecq. C'est bien Houellebecq pour déprimer. Quel titre de Houellebecq? Extension du domaine de la lutte, ouais, c'est la déprime absolue, je pense. Ouais, extension du domaine de la lutte. D'ailleurs, ça se termine par une dépression. Le héros est complètement dépressif à la fin de l'extension du domaine de la lutte. Mais c'est très bon, cela dit. Hein. C'est très très bon. C'est le personnage du dragueur qui ne concrétise jamais. Ah non, c'est bien plus subtil que ça. En fait, dans l'extension du domaine de la lutte, il y a deux personnages. Il y a le protagoniste, le narrateur, qui est... c'est un type qui est revenu de tout, qui n'a d'illusions sur rien, qui a l'impression que voilà, sa vie se traîne et qu'il vit à une époque où en fait il est devenu impossible de vivre. Je crois d'ailleurs que c'est comme ça que Houellebecq lui-même a défini son œuvre en disant qu'il avait voulu rendre compte de l'impossibilité de vivre à son époque. Et puis il y a un autre personnage effectivement qui lui est un dragueur, enfin un dragueur assez pathétique qui ne sait pas draguer et qui foire systématiquement. Et la mort du premier, qui je pense incarne quelque part dans le roman l'esprit de lutte, quoi, l'esprit des mecs qui ne vont nulle part mais qui se débattent encore beaucoup, quoi, achève de plonger l'autre dans je crois que l'expression c'est la léthargie douloureuse ou quelque chose comme ça. Et il sombre complètement dans la déprime parce qu'en fait sa vie n'a aucun but. Sa vie n'a aucun but. Donc il est prisonnier d'une sorte d'éparpillement du désir qui rend impossible toute forme de sublimation. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi sous une forme différente Bernard Stiegler quand il parle de ces hommes contemporains qui ne peuvent plus désirer vraiment quelque chose de façon forte, de façon passionnée, parce qu'ils ont explosé à l'intérieur en quelque sorte. C'est ce que Houellebecq décrit. C'est une bonne analyse de l'espèce de dépression douce où se trouve à mon avis une grande partie de la classe moyenne française. Et la consommation est le fer de lance et la raison principale de... Si j'ai bien compris, Houellebecq, lui, bombardement de messages, de signaux, de marques... Oui, ça joue un rôle très important, bien sûr, mais la racine du problème, pour lui en tout cas, c'est la disparition de la relation de l'homme à la femme, quoi. Parce que je ne suis pas un expert de la chose, je prétends pas être un grand psychologue, mais
la sublimation par excellence, c'est le rapport durable entre l'homme et la femme. Parce que pour moi, tel que j'ai lu Houellebecq, ce qu'il montre en gros, c'est une société où les sexes ne peuvent plus s'attirer parce qu'ils ne sont plus très différents, ils sont indifférenciés. Et donc à partir de là, étant donné que le truc qui doit normalement par excellence susciter la sublimation est cassé, tout le reste est cassé avec finalement. Puis Houellebecq apparemment est un mec qui a eu de gros problèmes avec sa mère. Il y a un problème de relation à la mère chez Houellebecq. Il a été élevé par sa grand-mère. Vous savez que les écrivains projettent toujours leur histoire personnelle sur leur œuvre. Ils combinent leur observation de l'espèce autour d'eux avec leur histoire personnelle. Je crois que ça joue un rôle aussi, la dislocation de la mère, la dislocation de la famille. C'est un petit peu tout ça de façon assez subtile, et en laissant des pistes ouvertes. Mais Houellebecq ne conclut pas quand il ne sait pas conclure, quoi. Il rend compte simplement de ce qu'il veut. C'est bien pour déprimer. Je suis pas sûr ce genre de cas que ça puisse se traiter par les livres. À mon avis, moi je vais vous dire mon expérience personnelle. Pour moi, dans ma vie personnelle, il y a eu un événement majeur, c'est quand j'ai failli mourir. J'ai eu un très très gros problème de santé il y a quelques années. Ça arrive, un accident. Et ils m'ont rattrapé. J'étais pas en expérience de mort imminente, mais j'étais l'étape juste avant, quoi. J'étais pas passé de l'autre côté du miroir, mais j'avais déjà un pied et un bout de bras de l'autre côté du miroir et je commençais à glisser, quoi. Et là, effectivement, quand il vous arrive un truc comme ça, ça change complètement les fondements de votre personnalité. C'est-à-dire que dans mon cas, ça m'a pas réveillé au sens où ça m'a pas poussé à partir conquérir le monde. Au contraire, ça m'a convaincu encore un peu plus que finalement c'est pas tellement ça qui est intéressant. Mais ça a complètement changé mon caractère, ma personnalité, ça c'est clair. Donc plutôt que d'aller s'enfermer dans des bouquins, même s'il y en a des bons, ceux que j'ai cités sont bons dans l'ensemble, moi je dirais à mon neveu là, ou au sieur Kevin là, de faire un truc où il va mettre sa vie en danger. N'importe quoi. Il fait de l'alpinisme, il va manifester avec un t-shirt du Front National dans une manif d'Antifa où il fait ce qu'il veut, mais il met sa vie en danger.